Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Fervio pour poursuivre notre discussion autour du thème « Être noir en France ». Si vous avez écouté la première partie, vous aurez compris qu'il nous a manqué de temps pour explorer les divers éléments qui structurent la vie et l'expérience d'une personne noire en France. Il était donc important de se revoir pour se pencher et s'épancher sur certains points. Par exemple, nous allons dans cette deuxième partie discuter des tribulations liées aux divers cercles sociaux dans lesquels les personnes noires évoluent, à savoir le monde du travail, les interactions sociales du quotidien, et bien sûr les sphères plus intimes liées à l'amitié et la famille. Est-ce qu'une personne noire peut se mouvoir et s'exprimer dans son entièreté, ou est-ce qu'elle est d'une certaine manière condamnée à se censurer ou à adopter un comportement caméléonesque jusqu'à la fin de ses jours ? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans ce nouvel échange. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Bonjour Fervio, comment ça va ? Bonjour Barbara, ça va, merci. Alors, on se revoit aujourd'hui pour reprendre notre conversation plus ou moins là où on l'avait laissée. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les auditeurs et les auditrices ? Bah écoute, ça a changé, ça n'a pas changé pour le coup. Fervio, j'ai maintenant 33 ans comparé à la dernière fois où j'en avais que 32, entre guillemets. Voilà, ça dépend, qu'est-ce que je veux savoir de plus ? Bah, comme on peut le voir, je suis un père de famille, voilà. Je sais pas ce que je peux dire de plus. Hein, voilà, je sais pas comment on peut structurer en fait. Est-ce que je parle ouais, Fervio, 33 ans et le reste, je pense qu'on pourra le développer pendant le podcast. Ça n'a rien de trop en dire. Très bien, merci. Alors, tout d'abord, je pense qu'on va pas revenir sur le sujet du rapport à la police qu'on a bien détaillé dans la première partie. Du coup, est-ce que tu pourrais me parler de ton expérience en tant qu'homme noir dans ton quotidien, c'est-à-dire dans tes interactions sociales lambda, par exemple quand tu vas faire les magasins, quand tu marches dans la rue, etc. Alors ça, c'est assez intéressant parce que j'ai pas d'a priori, j'ai pas d'action particulière à dénoncer, sauf que encore une fois, hein, là je parle en tant qu'homme de 33 ans. Voilà, j'habite dans les Hauts-de-Seine. Enfin, franchement, j'ai pas de problème particulier, sauf que il y a des moments où allez, c'est peut-être con, mais est-ce que c'est lié à ma condition d'homme noir ? Je ne sais pas. Genre, je vais marcher dans la rue tard le soir. De moi-même, je vais changer de trottoir s'il y a des femmes, pour éviter qu'elles se sentent en danger ou quelque chose, tu vois. Ouais, tu sais ce que tu représentes. Voilà, enfin voilà, je suis un gros bébé, j'ai 1m85, enfin, je marche avec une capuche, il est minuit, 1h. Bon, je sais que c'est pas la représentation la plus rassurante à une femme dans Paris, voilà, si je peux aider. Après, est-ce que c'est parce que je suis noir que je pense ça ? Est-ce que un homme blanc... je pense que tout homme doit penser ça. Est-ce qu'un homme blanc fait pareil ? Je sais pas. En tout cas, je le fais. Donc ça, c'est automatique. C'est automatique pour moi. Ouais. Je le fais. Pourquoi je le fais ? C'est pas anodin. Plusieurs fois, il y a des femmes qui ont changé de trottoir la nuit, me veulent arriver. Je suis juste un homme, certes, mais je suis quand même un homme noir. Donc, il y a plein de choses. Tu te dis, est-ce que c'est lié à ma condition d'homme tout court ou à ma condition d'homme noir ? Est-ce que j'aurais changé de trottoir si c'était un homme blanc ? On ne le sait pas. Je ne le saurai jamais. On peut pas savoir. Après, je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Tu vois, peut-être si l'homme il est petite taille, il est menu, etc. Voilà. Bah, il va peut-être être moins impressionnant qu'un homme grand. Voilà. Et effectivement, peut-être que la dimension raciale entre en jeu, mais encore une fois, on peut pas trop. On peut pas le savoir. Oui, voilà, parce que moi, je pense que. Si je marche seule dans la rue et qu'il y a un mec, peu importe sa couleur de peau, je vais me dire, enfin,
Ça dépend, je pense, mais enfin, s'il est derrière moi, c'est là que je me dis, ouais, fais quand même gaffe, reste un peu alerte. S'il est devant, en face, s'il arrive à contresens, je me sens pas spécialement. C'est pour ça que je dis que je sais. Ouais. C'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est le fait d'être noir que ces femmes-là changeaient de trottoir. Ouais. Maintenant, je le fais automatiquement. C'est peut-être plus safe pour elles. Moi, ça m'évite aussi ce moment de gêne. Enfin, tu vois, c'est ok, voilà, ça peut avoir peur, donc voilà. Ça, c'est un point que actuellement, voilà, c'est un des rares points actuellement. Plus jeune, tu vas faire les magasins, le videur il te suit véritablement. Ah oui, ça moi aussi je l'ai vécu. Le videur il te suit, tu vois le riz. J'ai un exemple qui à chaque fois qui est assez drôle, c'est j'étais en Corse avec des potes en colo. Le videur va me suivre moi dans tout même pas le videur ou le vigile, appelez ça comme vous voulez, je sais plus, mais le vigile. Le vigile, ouais. Va me suivre moi dans tout le magasin, mais véritablement, c'est sans se cacher. Genre, si limite il est posé à côté de moi, je regarde ce que tu fais. Bah mec, les mecs qui volent là-bas, tu vois. Et ça, ça, je pense que on l'a tous connu, on l'a tous connu, ça, je l'ai connu jusqu'à très tard, hein. Donc ça, c'est, voilà, dans la vie de tous les jours, des petits trucs où, ça, je le sais parce que j'en parlais avec des amis non noirs, que ce soit rebeux, blancs, asiatiques, bref, et tous n'ont pas le même vécu là-dessus. Et donc ça, c'est dans mes interactions dans la vie de tous les jours, bien moins maintenant, soyons honnêtes, hein, encore une fois. Là où j'habite maintenant, vraiment pas. Ouais. Donc, mais tu sais, voilà. pour rebondir sur ce que tu dis par rapport au magasin, de se faire suivre, etc. Moi aussi, ça m'est beaucoup arrivé. Même au petit carrefour en bas de chez moi, où je vais littéralement tous les 2-3 jours, parfois même tous les jours, je me faisais suivre au début et tout. Et puis bon, bah maintenant, ça fait presque 10 ans que je vis dans le quartier, donc c'est bon, on me connaît, quoi. Mais ouais, c'était assez frustrant, assez insultant, etc. Là, je vais mettre dans la peau des vigiles. Est-ce que il y a une statistique qui dit, ou alors quand ils sont en formation, faites plus attention à tel type de population. Bah, je pense, hein. Après, je pense qu'il y a ça vient aussi, pas de nulle part, un biais de mais pensée, flemme. hein, même, Toi, t'es là quand t'as rien fait, t'as la flemme. Ouais. Je pense qu'il y a même un biais de pensée chez le vigile. Je pense qu'il a des instructions, etc. Mais que lui-même, tu sais, on vit dans une société où on est quand même formaté à penser certaines choses, tu vois. Et donc, bah, peut-être que dans son esprit, une personne noire ou une personne arabe ou racisée de manière générale est plus voleuse parce que peut-être elle a moins de moyens ou j'en sais rien, tu vois. Quel est le chemin de pensée? Mais en tout cas, la réalité, elle est là. C'est des choses qu'on a vécues tous les deux, de se faire suivre et en plus éhontément, quoi. Donc voilà. Mais voilà, donc ça dans ma vie de tous les jours, interaction sociale, oui. Après, ouais, des interactions sociales lambda, par exemple, les nouvelles personnes que tu rencontres, elles se comportent comment avec toi, dans le sens, est-ce que parfois tu te sens un peu stigmatisé, victime de certains préjugés, est-ce que les gens, ils ont des assumptions, j'allais dire, mais c'est de l'anglais, c'est du franglais. Est-ce qu'ils ont des a priori, tu vois? Non, bah après, enfin, c'est con, mais quand t'es racisé, il y a des questions qu'on te pose pas aux autres, tu vois. Ouais, genre, du type, de quelle origine tu viens d'où? Et que moi, j'aime faire la blague, de Noisy-le-Sec. non, mais d'où, véritablement? Ouais. Ah, je suis né dans le 18e. Ouais, mais d'où? Tes parents, ils viennent d'où? Et je sais la question qu'ils posent, tu vois. Bien sûr. Et donc, la question, c'est, t'es de quelle origine? Auquel cas, là, je te réponds, tu vois. Ouais. Parce que, et c'est juste là, clairement, c'est juste pour faire chier que je fais ça, tu vois. Mais parce non, que si tu veux savoir, si tu veux savoir de quelle origine je suis, tu demandes de quelle origine je suis. Je te dis, je suis français d'origine ivoirienne et tout le monde est content. Si tu me dis, tu viens d'où? Frérot, tu vois. Ouais, moi, c'est quelque chose c'est un truc avec lequel j'avais beaucoup de mal plus jeune. Aujourd'hui, je pense que, dans nos manières de s'entourer, etc., les gens, quand ils te posent cette question, c'est beaucoup plus bienveillant que juste le fait de te catégoriser ou de te mettre dans une case. Ça intéresse, quoi. Mais, et puis surtout, la question, elle peut venir au bout de plusieurs conversations. Ah ouais, en fait, c'est quoi tes origines, machin. Mais avant, c'était limite la première question qu'on me posait, quoi. Et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que ça peut te foutre, déjà? Et en plus, je pense que dans ma... Comment dire? En ce qui me concerne, moi,
c'était doublement insultant parce que je suis 100% française en fait, parce que mes parents sont d'origine antillaise, jusqu'à preuve du contraire, les Antilles sont des départements français, donc tu vois, tu vas pas demander à un francilien tu viens d'où, je sais pas, bref, c'est un truc qui m'agaçait particulièrement parce que en fait, du coup, dans l'esprit métropolitain français, une personne noire, elle peut pas être française, quoi. Elle est forcément immigrée de quelque part, ou tu vois. Et il y a cette distinction, d'ailleurs, que même le président fait. Quand on vient de voir ce qui s'est passé à Mayotte, vous êtes content d'être en France. Mais non, ils sont français, en fait. Ils sont pas en France, tu vois. Juste parce qu'ils sont noirs et musulmans, etc. Du coup, il y a une espèce de distanciation. Vous êtes français, mais pas vraiment, tu vois. Vous êtes, vas-y. Vous êtes plus un emplacement stratégique pour nous que des Français, tu vois. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet, même si ça reste, tu vois. Donc oui, moi, c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup, profondément, mais que du coup, j'ai réparé en disant, et toi? Et donc, les gens, souvent, ils se retrouvaient un peu en mode, moi, ils sont un peu pris de court. Ça va chercher des origines lointaines, des Ragnar Lothbrok. Voilà, moi, ça m'a permis de réparer ce truc-là intérieurement. Et du coup, je pense que quand on est à l'aise, entre guillemets, avec ce qu'on est, avec ce qu'on essaye de projeter sur soi ou pas, et du coup, les choses s'estompent petit à petit, tu vois. Tu vois, sur la question des origines, il y a un truc qui me fait halluciner à chaque fois. C'est que t'as plein de personnes qui vont te demander peut-être quelle origine, tu vois. Et donc, en te renvoyant à cette origine-là, mais quand, par exemple, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, et que les personnes originaires de pays d'Afrique soutiennent ces pays, et je dis, ou même pendant les grands événements sportifs internationaux, et que par exemple, je vais dire une bêtise, il y a la Côte d'Ivoire qui joue, dans mon cas. Mais t'es pas français? Si. T'as une double culture. J'ai une double culture, ça rien ne m'empêche de supporter la Côte d'Ivoire également, tu vois. Mais t'es français, faut savoir et tout. Alors, quelle est la question? Est-ce que je peux supporter la Côte d'Ivoire? Je peux supporter l'équipe de France. Si la Côte d'Ivoire joue contre l'équipe de France, techniquement, tu supportes le plus petit, le plus, entre guillemets, le petit pousset. Voilà. Sportivement parlant, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. La France a plus de chances de gagner la Coupe du Monde que la Côte d'Ivoire. À l'instant où on parle. Mais, c'est pour ça que ça me fait rire parce que, et puis c'est pas parce que tu soutiens la Côte d'Ivoire que tu renies la France, en fait. Alors, c'est là où je veux en venir, justement. C'est que, ça reste du sport, déjà de une. Et moi, c'est c'est ces échanges du style, on me demande constamment, pas constamment, j'abuse, mais on me demande souvent mes origines. Et quand je soutiens ces origines, on me dit, t'es pas français? Bref. En fait, c'est con, mais en fait, plus d'une fois, on me l'a fait. Et donc, je me bats pas. Enfin, moi, je suis trop, peut-être un peu trop pisse à ce sujet-là, et il faudrait peut-être que je rentre plus dans l'art des gens, mais je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu choisis pas entre ton papa et ta maman. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une espèce de volonté, entre guillemets, d'opposer des choses, alors qu'en fait, elles peuvent fonctionner ensemble. Donc, je trouve ça un peu dommage. C'est un petit point simple. Voilà, donc quand je rencontre une personne, souvent, la question sur les origines. Donc voilà. Et voilà, donc non, encore une fois, comme je t'ai dit, là, dans mon milieu professionnel, mis à part cette question-là, sinon il n'y a pas de... En tout cas, on me fait pas ressentir. D'accord. Je le dis clairement, on me fait pas ressentir que je suis noir, mais par exemple, de moi-même, je me mets des pressions inutiles. Ok, dans le monde du travail, du coup, parce que... Là, dans le monde du travail, mais ça peut être un peu partout, mais là, pour le coup, dans le monde du travail, ma coiffure actuelle, pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai des locks. Et avant de démarrer mes locks, j'ai eu tout un cheminement interne en mode est-ce que c'est possible de travailler avec des locks? Je travaille dans la fonction publique. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va juger? Est-ce qu'on va me parler? Et ma question c'est... Après, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que mes collègues calviciers ou avec des cheveux longs, blancs, ils se posent la même question? Si la réponse est non, fin en fait, tu vois. C'est intéressant parce que j'allais dire que moi, j'étais en train de penser que moi, j'ai toujours assumé mes cheveux, à savoir si je veux venir les cheveux bouclés, lâchés, voluptueux, etc., je le fais. Si je veux les lisser, je le fais, etc. Mais en fait, je viens de réaliser que même moi, je me mets cette pression-là. En particulier,
tu vois, tous les ans, je fais un festival où la prédominance des personnes présentes sont blanches. Et en fait, à ce festival, systématiquement, je me lisse les cheveux parce que je sais qu'on va me toucher les cheveux et que ça va me faire chier, en fait. C'est fou, quand même. Tu vois. Parce qu'ils vont me dire, ah, tes cheveux sont trop beaux. Et après, ils viennent me toucher. Parfois, ils me disent même pas, hein. Parfois, juste, je sens une main alors que je suis de dos. Tu vois, des choses comme ça. Et donc, consciemment, j'ai dit, tu sais quoi? Enfin, la première année, donc j'ai été allée les cheveux bouclés, etc. Et les autres années, j'ai dit, je les lisse, comme ça, on va pas me faire chier. Petit message, si vous écoutez. Bon, vous écoutez de toute façon si vous êtes là. Il ne faut pas toucher les cheveux des gens. Mais il faut juste pas toucher les gens tout court, en fait. Oui, déjà pas toucher les gens, mais là, on parle de cheveux, en l'occurrence. Le nombre de fois, alors, avant d'avoir des locks, donc j'avais une afro, des tresses et compagnie. Le je peux toucher tes cheveux, cette question me rend ouf. Mais c'est fou parce qu'en plus, c'est ça, c'est que ça ouvre des débats après, tu vois, parce que tu dois te justifier du pourquoi tu dis non. Exact. Ou alors tu prends sur toi et tu dis oui. Dans tous les cas, t'es pas gagnant, quoi. C'est pas ouf, quoi. Non, après, encore une fois, je réponds de toute façon très gentil et diplomate, en mode, non. Je n'aime pas qu'on touche mes cheveux. Ah, mais ils ont l'air beaux et tout. Je comprends. Pas de souci. Mais une personne qui a des belles boucles, je ne veux pas toucher ses boucles. Mais oui. Enfin, c'est fou et après, attention, hein, j'entends que c'est quelque chose que certaines personnes ne connaissent pas, c'est que les personnes trouvent beau, parce que généralement, quand on me dit que je peux toucher tes cheveux, c'est parce que j'ai des belles locks, je viens de me coiffer. Les personnes trop belles, donc je sais que c'est pas du tout péjoratif comme process. Non, clairement pas, mais gars, on touche pas, arrête. C'est comme si tu dis je peux toucher tes fesses parce qu'elles sont belles, en fait, tu vois, il y a un truc un peu je sais pas, c'est une extension de toi, tes cheveux, ça fait partie de toi, voilà, intégralement, quoi. Donc je sais pas, moi ça m'est jamais venu à l'esprit de toucher les cheveux des gens, même si je les trouve beaux. Tu vois. Et je vais même aller plus loin. Parfois, c'est hyper violent. J'ai une amie, elle a 2 enfants. Et les gens dans la rue, que ce soit dans les transports, dans les magasins, dans la file d'attente, tu sais, pour payer, etc., ils touchent les cheveux de ces gamins. Ah ouais, non. Là, y a des gens de nulle part, ils viennent. Tu vois. Et elle m'en a parlé pas plus tard que la semaine dernière. Elle m'a dit, pour la première fois, j'ai dit, ne touchez pas à mon enfant, tu vois, un truc comme ça. Et j'ai dit, mais quoi, ça fait combien de temps que tu laisses passer? J'ai dit, mais moi, dès la première fois, je pense que j'aurais aboyé sur les gens. Parce que autant, quand il s'agit de moi, parfois, j'ai un peu peur de m'affirmer encore, tu vois, sur certains trucs. Mais je pense que si c'était mon enfant, j'en ai pas, donc je peux pas encore savoir. Mais me connaissant, je pense que je pèterais un câble, quoi. C'est comme les gens, alors, on dirait un peu, mais les gens qui touchent les ventres des femmes enceintes, vous êtes des malades, ou quoi? Exactement, tu vois, c'est des choses. Moi, je trouve que ça rentre tout ça dans ce cadre. T'as pas à faire des choses comme ça sur le corps des gens, en fait. Ah ouais, non, tu vois? Non. Donc voilà, donc je sais que, je sais que c'est pas méchant, mais faut pas le faire. Et, donc ça, oui, ça c'est mon interaction au travail par rapport aux cheveux. Donc voilà, ça encore une fois, c'est une chose que tu te dis comme, est-ce que je peux me coiffer comme ça? Ouais. Est-ce que je peux venir avec telle coiffure? Par exemple, moi, quand mes locks ne sont pas faites au bout de 4 mois, je me dis, si j'ai une réunion importante, peut-être que je les refasse. Faudrait pas. Voilà, il faut que je les attache, chignon et compagnie. Alors que je sais que mes collègues hommes, collègues femmes, je sais pas, mais collègues hommes, ils se posent pas ces questions-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Ils se touchent pas les cheveux pendant 4 ans, on leur dit rien. Et moi, si ça se trouve, on va rien me dire, tu vois. Oui, peut-être, ouais. Mais, j'ai le souvenir de plus jeune, quand tu laisses ton afro, alors maintenant, il y a plus du tout ce problème-là, parce que voilà, même il y a des lois qui sont passées sur la texture et les coiffures pour les personnes avec des cheveux afro, mais plus jeune, des phases du style, c'est marrant tes cheveux, t'es coiffé avec un pétard, tu vois. Bien sûr. Cette phase-là. Le nombre de fois où on m'a appelé Lyon, tu vois. Ah, t'as une crinière de lion. Ah, mais c'est beau, une lionne. Non, mais frère. Déjà, les lions n'ont pas de crinière. Oui, c'est vrai. Voilà. En effet, ouais. C'est vrai. Mais, et encore, ça, c'est dans la version gentille, hein, mais je connaissais, j'avais une amie, qui n'est plus une amie, qui s'amusait à chanter la chanson du Roi Lion à chaque fois que j'arrivais les cheveux lâchés devant tout le monde, tu vois. Et elle trouvait ça marrant, etc. Moi, je trouvais ça nul. Mais je sais pas, j'étais moins armée, j'étais plus jeune, donc je laissais passer.
Mais aujourd'hui, mais jamais de la vie, je te laisse faire un truc pareil, non, en non, fait. faut pas. Encore C'est hyper humiliant, tu vois. Faut pas, tu vois, encore une fois aussi, si tu parles d'interaction sociale, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec mes collègues, que ce soit avec ma famille / belle famille, parce que voilà. Moi, j'ai pas de problème le terme n'est pas le bon, mais à éduquer les personnes. Tu vois, c'est peut-être le bon. Pas de problème, tout en étant bienveillant, tu vois. Pas dire non mais t'es con quoi, bon, ça se dit pas et compagnie. Non, bien sûr, non. Au non, contraire. mais les gens. Il y a des phases pour certaines personnes non racisées qui sont totalement banales et qui n'ont pas conscience qu'il faut pas soit le dire comme ça, soit le faire comme ça. T'as un exemple? Comme ça, je sais pas. Les cheveux des gens, tu vois. Non, là, j'ai pas d'exemple comme ça, je vais vraiment dans le stéréotype. Il y a une musique qui passe, tiens, c'est une musique de chez toi, danse. Je fais exprès, hein. Vraiment, là, je fais le truc de ouf. Ouais, moi, voilà, je peux te donner un exemple, hein, ça comment dire, ça t'aidera peut-être un peu, mais en gros, on était à un événement familial, donc dans ma belle famille, qui est blanche, et j'avais fait des vanilles. Donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est en gros, au lieu de faire des tresses avec 3 mèches, tu twistes tes cheveux avec 2 mèches, voilà. Et donc j'avais fait ça, voilà. Et puis l'oncle de mon copain fiancé arrive et il me met toute sa main dans la tête et il me dit ah ben c'est joli ça, c'est plus joli que quand tu fais tes tresses là avec tes perles machin. Et je dis mais quelles perles et tout. Il me dit oui, quand tu fais tes bidules machin. Je fais mais je mets jamais de perles dans mes cheveux. Et puis il insiste et puis je finis par dire en fait tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre, sachant très bien que je suis potentiellement la seule personne noire qui fréquente, tu vois. Et donc déjà j'ai trouvé ça d'une violence extrême, mais j'ai rien dit parce qu'on est dans un événement familial, qu'on on est content, on passe un bon moment. Et 5 minutes après, je revis exactement la même scène, mais avec sa femme. Et franchement, ouais, ça m'a... Ça va, t'inquiète. Faire une pause, tu vois. Non, tranquille. Ça m'a... Ouais, attends, on va faire une pause. On va faire une pause. Enfin, je pensais même pas que ça allait me toucher encore des mois après. Mais ouais, ça m'a profondément blessée parce que je me suis dit, en fait, ça fait maintenant 6 ans que je suis avec cette personne. Et qu'on se permette d'avoir des comportements comme ça avec moi, je me dis qu'en fait, je serai jamais 100% traitée de la même façon qu'une autre belle-fille ou qu'une autre, voilà, qui serait blanche, tu vois. Et ça m'a profondément fendu le cœur parce que je me suis dit que si demain on a un enfant, comment ils vont se comporter avec cet enfant, tu vois. Exact. Et voilà, donc c'est des choses auxquelles on est constamment confrontés. Alors après, je veux pas diaboliser toute ma belle famille parce que tu vois, mon beau-père, ma belle-mère, ça se passe super bien. Ils ont jamais eu de comportement de cet ordre-là. Tu vois, mon beau-père, il m'a jamais fait une seule remarque sur mon physique, et c'est ça que j'aime chez cette personne, c'est qu'il s'intéresse vraiment à qui je suis. Peu importe comment je suis habillée, coiffée, maquillée, on s'en fout, en fait, tu vois. Et c'est rafraîchissant de ouf. Mais bah, forcément, dans la famille un peu plus étendue, il peut se passer des choses parfois qui sont anodines, parce qu'en plus, je pense que sa démarche, elle était positive, quand il me dit que ça, c'est joli par rapport à d'autres choses. Mais il se rend pas compte de ce que ça peut provoquer chez toi, quoi. Bien sûr. Tu vois. Non, ça va, c'était le moment émotion. Mais en tout cas, voilà, c'est en tout cas pour ce qui concerne les amis, les collègues, la famille. Ouais, faut pas hésiter à leur dire ce qui est acceptable ou non. Quitte à un peu pas se fâcher, hein, vraiment faut essayer de prendre les formes, parce que
moi, je pars du postulat qu'ils ne savent pas. Non, tu vois, sûr, ils ne sont pas dans notre peau, ils ne sont pas noirs en France. Hein. C'est exactement le thème, le thème de ce podcast. Donc, il faut faire preuve de bienveillance, même si les personnes en face, elles ne le font pas, et même si c'est pas fait exprès, faire preuve de bienveillance en expliquant, non, tu peux pas dire ça, tu peux pas me dire ça comme ça, tu peux pas faire ça. Et même, je dirais, tu peux pas avoir ce genre de propos parce que tu sais pas comment la personne va le recevoir et tu sais pas ce que la personne a vit, en fait. C'est ça, en fait. Donc, il faut avoir essaie de te mettre à sa place. Il faut avoir un recul sur soi et on n'est pas exempt d'erreurs. Hein. Je dis pas que moi non plus je suis parfaite, etc. Loin de là. Mais déjà, faut savoir se remettre en question et faut être ouvert, en fait, à ce que l'autre te dit en face, tu vois. Parce que, comme tu dis, éduquer les gens, je suis la première à le faire. Je suis toujours ouverte, etc. D'ailleurs, je le redis à mes amis, si vous avez des questions, etc., je suis toujours chaude pour répondre, il n'y a aucun souci. Par contre, il faut pas affirmer des choses, tu vois. Il faut dire, ça, j'ai pas compris pourquoi, nanani, nanana, plutôt que de dire, mais vous, tu vois. Ouais. Déjà, il y a ça. Mais après, t'as aussi des personnes qui sont pas ouvertes à l'éducation, tu vois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu ce moment de tristesse, parce que je sais que ces personnes qui se sont comportées comme ça sont pas forcément des personnes qui se remettent en question, ou enfin, ils vont minimiser. Si moi j'avais dit non mais qu'est-ce que tu fais, ça se fait pas, machin, ah mais ça va, c'est un compliment. Et puis voilà, on passe à autre chose. Les deux phrases magiques. Oh, on peut plus rien dire. Oh, on peut plus rien faire. Exactement. Exactement. Donc bon, voilà. Après, il faut jauger, il faut naviguer, etc. Mais c'est un exercice constant en fait, et parfois c'est épuisant. Et je pense que c'est aussi pour ça que qu'on peut se retrouver à fleur de peau. J'ai vécu des choses bien plus violentes que ça qui m'ont pas mis dans cet état, parce que peut-être aussi c'était moins proche émotionnellement ou dans le cercle, on va dire. Ouais. Mais tu vois, enfin, ça m'est déjà arrivé de me faire traiter de King Kong par une SDF. Donc, de sale négresse et autres. Ça j'évite, mais. Voilà. Donc, après, j'ai su réagir en me mettant à son niveau, en lui disant que moi, au moins, j'avais un chez moi et qu'elle, c'était une honte pour la France, ce genre de choses, tu vois. C'est nul, mais voilà. C'est une manière de pas tout prendre, de renvoyer à l'autre aussi un peu ces merdes, quoi. Mais bon. Voilà. Maintenant, j'aimerais aborder le fait que les hommes noirs, tout comme les femmes noires d'ailleurs, sont hyper sexualisées dans la société occidentale et dans le monde en général, je dirais. Qu'est-ce que toi, tu peux me dire à ce propos ? Après... hyper sexualisé. Enfin, en fait, c'est simple, hein, je veux dire un truc trop con, mais dès que t'as une caractéristique particulière, t'es une catégorie porn. Enfin, c'est con, mais ouais. il y a juste, tu trouves pas homme blanc. Voilà. C'est tout. Okay. Le reste, tout est catégorisé dans une catégorie porn. Donc, oui. Alors, je pense qu'il y a eu une phase où t'avais genre, tu vois, la phrase suprême. J'avais trop un bébé métis. Hein. Ouais. Bah, enfin, oui, ok, mais nous on le voit parce qu'on est noir, tu vois. Ouais. On le voit parce qu'on est noir. Je l'ai vécu, hein, clairement. Ouais. Mais est-ce que plus qu'un rebeu, non. Est-ce que plus qu'un Indien, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, il y a des personnes qui ont cette attirance plus parce que tu vois le cliché de merde, il est noir, il doit avoir un grand sexe, tu vois. Bah c'est pas une vérité, enfin non, pourquoi, enfin et puis en plus ça avait une pression de ouf sur les noirs qui n'ont pas un grand sexe. C'est là que je voulais en venir, c'est que non, flemme de ouf. Après moi clairement ma femme actuelle je crois le premier couple noir, et enfin tu vois, donc elle est pas sortie avec des noirs avant, donc tu vois, j'ai pas cette pression de dire je sors que avec des noirs. Après ça peut être une préférence, enfin tu vois, je sais que actuellement moi je peux remplir plein de critères que certaines personnes aiment ou certaines personnes recherchent, indépendamment de moi, ma personnalité, ok. Ouais.
Oui, ok, d'accord. Mais ça marche pour tout. Enfin, clairement, ça. Ouais. Je suis pas. Non, je calcule pas trop parce que. Alors, déjà, je l'ai pas. Je l'ai pas vécu, donc je vais pas parler pour les autres. Mais. Oui, moi, ce que je dis à ça, c'est. En France, en Occident, dès que t'as une caractéristique, dès que t'es racisé, t'es une catégorie porn. Enfin. Donc tout le monde est sexualisé, sauf l'homme blanc cisgenre qui rentre dans une, il regarde. Enfin. Alors peut-être qu'il est catégorisé dans des trucs genre tatoué, musclé, oui, peut-être, oui, ça, mais tu trouves. Enfin, dites-moi si je me trompe si vous écoutez. Mais je sais pas si tu trouves homme blanc, tu vois. C'est la seule chose. Moi, toi-même, la brune, les brunes, les rousses, les bouclées, les chubby, les skinny, les noirs, les rebeux, les indiennes, tout, tu vois. Donc pour moi, ça je suis pas là-dessus. Mais oui, il est vrai qu'il y a, on peut pas se mentir, t'as des hommes, t'as des femmes omnibulés par limite, on s'en fout que ce soit intéressant. Noir, oui, ok, d'accord. Après, là, on se regarde. En vrai, oui, bah là, on tombe sous le coup de la fétichisation. Oui, bien sûr, mais ça, pour le coup, je pense que c'est à partir du moment que t'es racisé, il y a des gens qui aiment que ça, c'est tout, tu vois. Même que les blancs. Après, la seule chose qui me dérange, moi, c'est quand on dit à une personne, ah, mais pourquoi tu sors qu'avec des noirs? Personne dit à une femme, pourquoi tu sors qu'avec des blancs? Cette phrase n'existe pas. Enfin, quand t'es blanc, excuse-moi. Ah oui, ok. Je vais prendre l'exemple d'une femme blanche qui est attirée par des hommes noirs. On va lui demander pourquoi tu sors qu'avec des noirs. Oui, alors que. Mais quand elle sort qu'avec des blancs, on lui dit pas ça. Ouais, c'est vrai. Au même titre qu'un homme noir. Alors là, c'est encore un autre débat, putain. Moi, je crois que j'ai déjà demandé à des potes blancs hommes. Mais du coup, tu sors qu'avec des blanches. Ils un peu sont pour les blancs bousculer, ouais. Bah, après, mais pour les bousculer dans leur propre schéma de pensée, genre, mais du coup, t'es fermé à l'idée de sortir avec d'autres ethnicités, etc. Ils me disent non, en fait, je pense que c'est aussi environnemental, selon là où tu grandis, etc. Tu vas être confronté ou en tout cas rencontrer que des personnes. Et attention, si tu vois une personne avec à l'instant T, avec une femme. Je vais prendre moi en tant que noir avec une femme blanche. Ouais. Tu sais pas parce que c'est la personne qui veut bien te montrer. Tu vois pas toutes les personnes avec qui elle est en pourparler ou avec qui elle a flirté ou quoi que ce soit. Tu sais pas si elles sont blanches, noires, ça. Toi, tu la vois à l'instant T avec une femme blanche, tu te dis ah non mais lui. Oui, grave. Moi, je dis clairement, j'ai vraiment vécu ça. Moi-même, comme je te dis, moi-même le premier. On en parlera après, hein, certainement. Ma femme est blanche, mes enfants sont métis. Les gens me voient avec des femmes blanches, ils disent faire visio, ils sortent avec des blanches. Faux. Tu me vois avec des blanches. Parce qu'à ce moment-là, je suis en couple et donc je te montre la personne avec qui je suis. Ouais. Mais toutes les personnes avec qui j'ai fréquenté avant, les personnes avec qui j'ai pu avoir des relations, ou même des rapports, tu les vois pas. Tu sais pas si elles sont indiennes, si elles viennent je sais pas moi, de n'importe quelle partie du globe, tu ne le sais pas. Donc tu me vois un instant avec une personne, voilà. Mais ça, par contre... Mais en fait, le tu me vois, du coup, c'est... selon toi, le jugement, il vient des personnes et blanches et noires, du coup? Alors, le jugement, il vient des noirs. Soyons clairs. Voilà, désolé les gens, mais je vais vous le dire. Il n'y a jamais un blanc qui m'a dit tu sors qu'avec des blanches. Il n'y a jamais une blanche qui m'a dit tu sors qu'avec des blanches. On m'a dit tu sors qu'avec des noirs, avec des blancs, c'était des noirs, hommes ou femmes. Okay. Et à l'inverse, tu vois, moi j'ai déjà entendu des trucs hyper violents intra-cercle noir d'hommes quand j'étais plus jeune qui ont dit des trucs du style moi je sortirais jamais avec une femme noire alors que eux-mêmes étaient noirs. Non, tu vois. Ça, cette phrase. Et en plus ils me le disaient à moi et je me disais mais attends, du coup pourquoi tu me parles? Non, c'est même pas ça parce que c'était mes potes, tu vois, mais c'était en fait ça t'envoie déjà que tu vaux rien, que tu vaux moins, que peut-être que eux me voyaient pas comme une noire, hein, parce qu'on m'a aussi beaucoup dit dans ma life t'es pas noire, t'es métisse. Alors ça c'est plus des blancs qui me le disaient. Mais voilà, donc je sais pas, mais il y a un truc un peu une forme de racisme internalisé en fait aussi. Ouais, c'est possible, mais je sais pas. Après,
Alors, mes frères noirs, là, ils disent que je sortirais... Tu peux... Alors, peut-être que ces personnes ont changé, hein, parce que oui, bien sûr, j'avais 15, 17 ans, mais... Alors, ne pas sortir avec une femme noire, c'est un fait. Ne pas être attiré par une femme noire, en tant que noir, c'est un fait. Dire, je ne sortirai jamais, je ne suis pas attiré par une femme noire, c'est-à-dire que, pour moi, je vois ça comme, en gros, ta mère et tes sœurs, tu les trouves pas belles. Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Ouais, je me trompe peut-être, attention. T'en as fait un point d'honneur, voilà. T'en as fait une règle de vie, quoi. Pour moi, c'est vraiment des choses différentes. Ouais. Que factuellement, tu n'ailles que vers des blanches, pourquoi pas? C'est ton attirance. Mais que tu dises, toi, directement, je ne sortirai jamais avec une femme noire, ça peut me déranger. Après, c'est mes propos à moi, ça n'engage que moi. Mais, alors qu'on est d'accord que la réalité des deux exemples que je t'ai donnés est la même. Hein. Un qui va que... Sauf que l'énoncer comme ça, c'est dur. Et l'énergie, en fait, c'est voit, quoi. C'est vraiment... C'est dur, quoi. Enfin, vraiment, ça veut dire quoi? Les autres, elles sont mieux? Non, ça, j'aime pas. Ouais. Ça, j'aime pas. Et attention, je parle comme on va parler, je suis marié avec une femme blanche. Mais donc voilà. Mais non, pour revenir à la sexualisation et compagnie. Par contre, ce qui est assez drôle quand t'es dans des couples mixtes comme ça, là, drôle ou pas, c'est le regard dans la rue, véritablement, tu vois. Okay. Le regard dans la rue. Du genre. Comment? Du genre. Jugement. Pas juge. Ah ouais? Bah oui, même en 2024. Hein. Même en 2024. Hein. Moi, c'est marrant, je prête pas trop attention à comment on me regarde dans la rue, je pense. Mais par contre, ce que j'ai noté, c'est que les gens, ils présument qu'on est potes avec mon mec. Ça m'est déjà arrivé plein de fois des situations. On me dit, ouais, ton ami, ou ouais, ton pote. Alors qu'on est que tous les deux, hein, tu vois. Ouais, je dis, mais donc les gens, ils présument que c'est impossible qu'on soit ensemble, alors qu'on est canon les deux, tu sais. Non, mais je sais pas, tu vois. Ouais, il y a eu des cas comme ça. Je dis, c'est fou, quoi. Non. Ouais, non, je sais pas. En tout cas, voilà, pour la question qui était l'hypersexualisation, je pense que oui, il y a alors déjà, oui, ce faux fantasme de l'homme noir et son grand sexe. Mais sinon, je pense que c'est tout à partir du moment que t'es racisé, il y a du fétichisme sur ta tête. Hein. Ouais. Pas que... Après, oui... bien sûr, hein, il y a des termes quand même qui sont inventés en mode yellow fever pour les Asiatiques, des choses comme ça. Ouais. Déjà, le terme est raciste, mais en plus, l'action l'est aussi. Bien donc, bon, tu te dis... ça... C'est les vestiges de notre histoire. Mon Dieu. Et avec voilà. un grand H. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Jamais connu... j'ai pas connu ce genre d'agression-là. Par contre, ce qui est intéressant, oui, dans le monde du travail, dans mon cas de figure, j'ai jamais eu de problème. Ouais. J'ai jamais eu de problème à trouver un taf. Moi non plus. J'ai jamais eu de problème à trouver un taf. Voilà, parce que je pense que mon CV et mes entretiens parlent pour moi. Ouais. Par contre, ce que je fais toujours, je sais pas si les autres le font. Maintenant, c'est un peu la norme. Et moi, très tôt, j'ai mis une photo sur mon CV. Parce que mon prénom, Fervio pour le coup, et mon nom de famille sont très neutres. Ouais, moi aussi. Voilà, sont très neutres. Et donc, je veux que, d'entrée, mon interlocuteur sache que je suis noir. Je veux pas que, monsieur Fervio, j'arrive, il s'attend peut-être à avoir un Italien, un Portugais, je ne sais quoi, me voir arriver, et boum, ça change. Donc, je veux si je suis refusé, parce que la personne est raciste, refuse-moi dès le début quand tu vois mon CV. Par contre, si j'ai l'entretien, ça veut dire que tu sais déjà que je suis noir. Ouais. Parce que j'ai déjà eu des entretiens, je me rappelle pour un stage, où j'avais pas de photos sur mon CV. Et quand je suis arrivé, et genre, c'est con, hein. Il pensait que c'était la personne qui était à côté, et que je suis arrivé, il me dit, c'est vous? Ok, d'accord. Mais c'est juste cette surprise. Ouais. Voilà. Et là, tu psychotes et tu te dis, est-ce que je suis pas pris parce que je suis noir? Est-ce que je suis pas pris parce que je suis mauvais? Non, moi, je veux que, et ça, c'est ma façon de penser. Je dis pas que voilà, c'est moi en tant que qualité d'homme noir en France. Viens, je te donne les billes que je suis noir dès le début. Ok. Après, t'en fais ce que tu veux. Ouais. Si ça te dérange pas, on se rencontre. Et que ça veut dire que si on s'est rencontrés et qu'on a passé l'entretien et que j'ai pas eu le poste, c'est que j'ai pas été bon ou que d'autres personnes étaient meilleures que moi. Ouais, bien sûr. Mais pas parce que j'étais noir. Voilà. C'est pour ça que je mets ma photo sur mon CV depuis, je sais pas, depuis que j'ai 18 ans, tu vois. Bref, plutôt 20 ans. Comme ça, voilà, c'est un fait, on n'en parle plus. Fervio, il arrive, voilà, on passe pas. On passe. Et donc ça, c'est très intéressant. Et par contre, oui, dans le milieu du travail,
Non, j'ai jamais eu de problème, faut pas se mentir. Véritablement, soyons honnêtes. Encore une fois, enfin, je travaille dans un endroit particulier, enfin particulier, non, c'est assez ouvert. Voilà, c'est, y a pas de, les recrutements sont vraiment carrés, tu vois, avec des process de recrutement beaucoup trop longs à mon goût, d'ailleurs. Mais bon, si c'est pour que ce soit vraiment juste, tant mieux, tu vois. Voilà, j'estime que après oui, il y a cette folie en moi qui, enfin, t'as l'impression de cette schizophrénie parce que la manière dont je vous parle là actuellement, soyons honnêtes, c'est pas la manière dont je parle quand je suis avec mes gars à la cité. Soyons très clairs. J'allais te demander. Enfin après là c'est normal, je parle assez normalement quand même. Mais la manière dont je vous parle dans le podcast, c'est pas la même manière que je parle avec mes gars à la cité. C'est pas la même manière que je parle avec ma mère parce qu'il y a un accent qui ressort, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et c'est pas la même manière que je parle. Donc je suis au téléphone et si je réponds oui bonjour Fervio, bureau de temps. Ouais, bien sûr. Ça revient au code switching. Ouais, au code switching, exactement. Et donc ça, ok, ça, soyons totalement transparents, c'est pas le cas que pour les personnes noires. Mais moi, en tant que noir, je suis obligé de switcher comme ça. Parce que t'es obligé, tu peux pas juste parler de la manière dont t'es dans ton foyer. Parce que y a des gens qui ont cette chance de pas avoir de switch à faire. Ouais, tu vois. Ouais, vraiment. J'en connais quelques-uns. T'as pas de switch à faire pour toi. La manière dont tu parles dans ton foyer, avec tes parents, tes grands-parents, c'est la manière dont tu parles au travail. Ou avec tes potes. Ou avec tes potes. Moi, c'est pas possible. Enfin, je suis schizo à ce niveau-là. Ce qui fait que, donc voilà, c'est mes seuls problèmes, c'est pas des problèmes, adaptation, dans le monde du travail. Sinon, y a pas de souci. Enfin, c'est pas possible. Y a pas de véritable problème. Mais tu vois que, c'est différent. Moi, par exemple, tu le vois dans certaines réunions à certains niveaux avec des directeurs d'administration sociale. Je travaille dans la fonction publique. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Certains directeurs et compagnie, des réunions, quand tu vois pour le lead de la réunion, la carcasse du grand monsieur noir avec les locks, c'est qui lui? Mais c'est toujours assez drôle. C'est toujours assez drôle. Parce que mais c'est juste, la stupéfaction de voir arriver ce monsieur avec cette coupe et cette dégaine. Mais on m'a jamais fait comprendre, soyons totalement honnêtes, j'ai jamais eu de problème au travail. Oui, il y a un étonnement, mais il n'y a pas de jugement jamais eu de problème lié à ma condition de noir. Vraiment, non, je peux pas. Que tu sois noir, arabe, indien ou martien, si ton taf il est fait, fin, gros. Enfin, donc, et faut arrêter aussi par contre le truc, mais c'est parce que je suis noir. Non, frérot. Si tu fais de la merde, peu importe que tu sois noir ou pas. Là, on peut le dire clairement. Je suis complètement d'accord avec ça. Tu vois, moi, je suis contre, je suis désolé, mais la victimisation, là, arrête, gros. Si tu fais de la merde, t'as fait de la merde. Tu prendras. Ouais. Voilà. Et donc, puis, en fait, être noir, être racisé, pardon, c'est un fait. Après, faut voir ce que tu en fais. Justement, est-ce que tu te caches derrière cette excuse pour ne pas avancer dans ta vie? Non. Ou est-ce que tu te dis, écoute, oui, évidemment qu'il y a des situations qui vont être 2 fois plus chiantes que les autres, 2 fois plus compliquées, où va falloir que je rame 2 fois plus, etc. Mais est-ce que justement t'es résilient et tu te dis, en même temps, ça me rend plus fort et ça me rend plus armé et en même temps, j'ai accès à des choses culturellement ou même en termes de savoir, de richesse, etc., que d'autres n'auront absolument jamais, tu vois. Et ça se joue sur tellement d'aspects, que ce soit la musique, l'histoire, la nourriture, enfin sur tous les aspects de ta vie. Est-ce que ça tu l'embrasses en te disant moi j'ai un truc en plus finalement, plutôt qu'un truc en moins, et t'avances quoi, tout simplement, tu vois. Totalement d'accord. Voilà. Moi, je suis plus dans cette démarche-là, quoi. Je voulais qu'on parle un petit peu, du coup, du fait que, comme tu l'as dit plus tôt, que t'es marié à une personne blanche. Du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des différences culturelles notables? Really? Mais plus du fait que... est-ce que du coup, tu penses que c'est lié à vos couleurs de peau respectives, ou est-ce que c'est lié... c'est pas forcément en opposition, mais peut-être que c'est aussi pour ça, au fait que toi, t'es grandi en banlieue parisienne, qu'elle, elle est grandie dans le Grand Est, etc. Les deux. Les deux, les deux, véritablement. Ouais. Les deux, parce que... alors déjà, c'est con, mais culturellement, tout ce qui est...
un rapport à la famille, rapport aux aînés, échange, enfin, soyons honnêtes, hein, les gens, les échanges avec les aînés, c'est pas les mêmes. Hein. Enfin, je vais dire une chose trop bête, ma grande sœur, elle me dit A, même si je sais que c'est B, je vais dire c'est A, parce que c'est mon aîné, elle a raison, je me tais, enfin. Ah ouais? Ah ouais, moi je suis dans, ouais, c'est... Alors que moi je suis pas dans ça du tout, tu vois. Alors que... Ouais. On est noirs tous les deux, on pense pas pareil. Tu vois ou pas? C'est con. Il y a aussi quoi d'autre? Alors oui, tout ce qui est culturel, c'est la façon de gérer les enfants. Tu vois, on a 2 petits garçons. Mon point de vue, le point de vue de ma mère, donc la grand-mère noire, et le point de vue de la grand-mère blanche n'est pas la même chose, n'est pas le même. Ouais. La façon de l'éducation, le rapport à l'éducation. Par exemple. Je sais pas, les trucs tout cons du style. Je dirais une bêtise, mais moi, mes fils, à l'âge de 6 mois, dès qu'ils avaient des dents, tu leur donnes du riz, de la sauce arachide, tu vois, vas-y, fin. Ouais. Mais c'est peut-être pas bien pour son estomac. Mais, y a quoi? Laisse, ils mangent. C'est bon. Donc voilà. Non, mais c'est bête, hein, mais voilà. Après, oui, parenthèse, ma femme est professionnelle de la petite enfance, donc rien que ça, déjà aussi, c'est chiant. Enfin, bref. Dans l'éducation, mais ça c'est au-delà même de du culturel. Il y a la déformation professionnelle qui entre dans l'équation. Donc voilà. Mais il y a ça. Le fait d'avoir grandi dans 2 régions différentes. Alors, entendons-nous, elle est pas à la campagne, elle est vraiment pratiquement en hypercentre. Hein. Elle est vraiment en ville. Ouais. Donc il y a des cités à côté et compagnie, mais il y a pas forcément. Par exemple, il y a beaucoup plus de Turcs, je crois, dans son quartier, je crois, si je dis pas de bêtises. Et alors que nous, il y a beaucoup il y a tout, enfin, tu vois. C'est-à-dire que le rapport au noir n'est pas le même. Okay. Et donc, t'as des trucs que tu ne connais pas, tu vois, tout simplement. Donc, pour le coup, ma femme, elle est vraiment dans. Ok, je connais pas. Tu me dis, j'écoute. Ouais, elle est ouverte. Je me dis pas à l'éducation. Voilà, je connais pas. Tu me dis, et voilà, je vais pas faire la meuf qui connaît. Donc ça, c'est très intéressant. Et je disais par ma belle-mère aussi. Je lui dis, ok, d'accord. N'oubliez pas, vos enfants sont à moitié blancs et donc à moitié noirs. Donc, il faut les préparer à certaines choses. Bien sûr. Voilà. Et donc, pareil. La manière dont on doit coiffer les enfants, les différents produits. Moi, mes deux garçons ont 2 textures de cheveux totalement différentes. Je confirme. Ah ouais. Il y en a un, c'est un coulis, l'autre, c'est un curly. Donc, c'est pas la même chose. Pour expliciter ceux qui savent pas, coulis, disons qu'il y en a un qui a les cheveux un peu plus typés blanc, bouclés, et l'autre un peu plus afro, frisé. Ouais. Mais ils sont roux. Non, ils sont châtains. Bref, de toute façon, c'est pas le débat, là. Et, donc voilà, non, mais je pense que nos différences, là, se jouent vraiment parce que, elle est blanche, mais c'est pas si problématique que ça, véritablement. Très, très ouvert. La différence, c'est que, moi, d'origine ivoirienne, je vis en France. Ouais. Donc, ce qui fait que je connais ce qui se passe ici, tu vois. Ouais. Par contre, pour ma femme ou ma belle famille, nos différentes pratiques et compagnie, un truc tout simple. La naissance du petit, quand les petits naissent, peu de temps après, on leur fait un massage avec du beurre de karité. Ok. Mais le massage, si t'es pas prête mentalement, ton enfant, il a 4 jours. Tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites à mon enfant? Vous allez le tuer, là. Ouais, alors que justement, c'est pour qu'il soit vigoureux, parce que tu vois, il était recroquevillé dans le ventre, vraiment pour bien dégourdir ses bras, ses jambes, le système digestif, parce que tu vois, il y a les coliques et compagnie et tout. Donc, moi, ma tante, elle l'a fait pour mes 2 fils. Enfin, non, pour le premier, parce que le deuxième, c'était un peu compliqué, mais... Voilà, un massage vigoureux. Ouais. Un bain, limite, elle te donne à boire l'eau du bain, enfin des dingueries. Enfin, si t'es pas prêt, je vous laisse aller voir sur Internet les massages des nouveau-nés en Afrique de l'Ouest. Vraiment, c'est très intéressant. Quand ma femme voit ça, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à mon enfant, là, tu vois? Mais non, mais t'inquiète, tu vois, c'est dégourdi. Donc, c'est des trucs qu'il faut expliquer. Ils vont dire, ils seront à 2 doigts d'appeler la PMI, tu vois, donc, protection maternelle infantile. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est des petits trucs comme ça, tu vois, tu mets, donc voilà, c'est différent, il faut juste expliquer et quels sont les bienfaits de tout cela. Et pas juste dire, non, mais vas-y, tu comprends pas parce que t'es blanche. Non, c'est inutile. Non, bien sûr. Elle a décidé de se mettre avec toi. Vous avez 2 cultures différentes. Boum, pas possible. Ouais. Tu vois, pourquoi l'un, il y a A et B, viens, on crée C.
Pas, tu vois, pas A qui prend A ou B qui... Enfin bref, viens, on crée C. C'est très bien et c'est comme ça que ça donne des trucs assez cool. It's a two-way street, comme on dit. C'est un échange dans les deux sens, bien sûr. Et voilà, et moi-même maintenant, comme tu dis, région Grand Est, toutes les villes en Heim et compagnie, tu les dis très bien, tu manges des spätzle, des trucs, toi, c'est bien, c'est un échange, c'est cool. Toi, tu t'imprègnes d'une nouvelle culture aussi quelque part et vice-versa, quoi. Mais le Grand Est, c'est une dinguerie, enfin, c'est, voilà, tu vois. Donc non, c'est vraiment, c'est un mélange de cultures. C'est archi intéressant. Et, mais pour le coup, pour répondre à ta question, c'est les deux. C'est parce que elle est blanche, et oui, parce qu'on n'est pas du tout de la même région. Ouais. Par exemple, est-ce qu'il y a des trucs qu'on fait en Île-de-France qui ne font pas là-bas? Peut-être. Fous la merde. Non, je rigole. Ouais, c'est pas mal en Alsace, je te le dis. Je plaisante, évidemment. Mais ouais, non, mais mais ouais, on n'a pas... Il y a des trucs, c'est un peu différent quand même, tu vois. T'as des maisons familiales avec des gens, t'as 4 générations dans une même maison. Ah ouais, tu vois, okay. ouais, c'est assez drôle. T'as plein de trucs différents. Et du coup, tu vois, c'est marrant parce que ça rejoint finalement un mode de vie qui peut encore se faire, par exemple, en Afrique ou en Asie, etc. Bien sûr. Et tu te rends compte que t'as certaines régions de France qui vont avoir plus de points communs avec des gens d'ailleurs. Que d'ici, quoi. Et pour autant, il peut y avoir parfois des pensées racistes, ou, tu vois. Après, soyons totalement honnêtes, hein. L'Île-de-France, c'est à part de la France. Enfin, c'est sûr, on est, c'est à part. Enfin, vraiment, déjà, on est méprisé par tout le monde, mais bon, c'est pas le sujet, là. C'est ça. Et voilà, donc voilà, non, vraiment, c'est beaucoup appris depuis que je suis avec elle. Et je pense que même de mon côté, enfin, parfois tu la vois le dimanche, elle est en boubou à la maison en train de faire le linge, enfin, c'est grave drôle, tu vois. Ouais. Non, mais c'est plaisant d'ailleurs, c'est vraiment plaisant. Les plats, c'est con, mais les plats, c'est un peu l'emblème de la culture d'un pays, tu vois. Bien sûr. Et donc, shout out à la Côte d'Ivoire, vraiment, pour tout ce que vous pouvez proposer comme plat. La JK. La loco. Mais voilà, j'ai découvert oui, bien sûr, des choucroutes, des dingueries, des ménéleux, enfin bref, des trucs sympas en Alsace. La choucroute, c'est une tuerie aussi. La choucroute, c'est bien fait, c'est vraiment bon. Mais voilà, donc voilà, donc c'est les deux. C'est le fait qu'elle soit blanche, certes, mais le fait qu'elle soit alsacienne. On n'a pas du tout vécu les mêmes choses, alors qu'on a un peu d'écart, mais pas officiel non plus, tu vois. Mais... Donc voilà. Ouais, bah je te rejoins sur ça parce que mon copain, lui, il est de l'Ouest et donc comme toi, on a des différences culturelles et régionales, enfin à deux niveaux quoi entre guillemets, mais c'est franchement un allié, tu vois, quand on parle d'alliés sur des causes, etc. C'est typiquement ce qu'il est, tu vois. Il se prévaut pas de mieux savoir que les autres parce qu'il est avec une personne noire, etc. Mais déjà, il s'intéresse vraiment au sujet, à la réalité que je peux vivre. Et comment dire, il fait le travail même sans que j'ai à l'éduquer. C'est-à-dire que je vois que, par exemple, lui, il est un fervent consommateur du podcast Kif Taras, que moi, j'écoute avec... parcimonie, quoi, enfin très occasionnellement, alors que lui il est à fond, etc., parce que il veut comprendre ces choses-là, il est toujours aussi prêt à éduquer d'autres personnes. Tu vois, il y a des fois où des circonstances où on a été confronté, d'ailleurs, qui me touchaient pas directement, mais je vais reparler de cet oncle, mais tu vois, il a pu avoir des propos islamophobes, etc. Et mon compagnon, il n'hésite pas à monter au créneau pour lui dire non mais ça c'est pas acceptable, etc., etc. Donc voilà, c'est important, je pense que quand on est dans un couple justement mixte en termes d'ethnicité et tout, d'avoir une personne qui est ouverte et vice versa, quoi. Donc c'est cool, cool que ça se passe bien, et puis surtout quand vous avez des enfants. C'est ouais. Mais du coup, est-ce que tu penses que tout ça, enfin oui, je pense que j'ai la réponse, mais que ça crée des réalités ou des situations qui auraient pu être différentes si t'avais été avec une personne noire, une personne racisée? Bien sûr, parce que t'as des pratiques, t'as des trucs à faire qui sont parfois que t'as pas expliqué, tu vois. Il y a des trucs où peut-être que ma femme ne comprend pas pourquoi je fais comme ça.
un truc simple, cliché, on vous donne un contexte. T'as une réunion de famille. Vous êtes invité à 14h. Tu sais que tu vas pas manger avant 17h. Tu manges un peu avant. Ah, mais pourquoi on est invité à 14h? C'est pas pour manger. Mais c'est comme ça, cherche pas à comprendre. Tu vois, c'est con, le truc que je viens de donner, tu vois. Mais, assieds-toi, mange, c'est comme ça. Tu vois, ça va être plus tard, voilà, c'est une réunion. De toute façon, les gens sont en retard, là, voilà. Donc, c'est plein de trucs comme ça. Je vais dire je sais pas, moi, oui, certaines pratiques, certaines façons de penser, certaines même musiques, tu vois, je vais dire une bêtise, certaines musiques, ça aurait peut-être plus simple. En vrai, je sais absolument pas. Ouais. Ça aurait pu être plus simple avec alors déjà de part une noire et d'autre part une femme ivoirienne, parce que ça aurait été c'est vraiment deux choses différentes. Hein. Bien sûr, oui. Parce que, oui, en vrai, soyons honnêtes, si je suis avec une antillaise, ça va rien changer dans le problème de culture. Clairement. On va juste peut-être connaître peut-être les mêmes. En fait, je pense que, pour parler de toi et moi, par exemple, dans notre amitié, je pense qu'il y a plein d'axes sur lesquels on se comprend parce qu'on a tous les deux grandi en banlieue. Ouais. Et pour autant, moi, j'ai grandi en banlieue bourge, en banlieue plus sensible, si on peut dire ça comme ça. Mais on se comprend sur ces codes-là et sur le fait d'être noir parce qu'on a des réalités auxquelles on est confronté là. Mais effectivement, après, quand on creuse encore plus, il y a plein de choses sur lesquelles on est absolument différents, en fait. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Donc, non, est-ce que ça aurait été plus simple? Je sais pas. Peut-être. Il y a des trucs sur lesquels, après, je pense que il y a des éléments sur lesquels t'as pas besoin de la sensibiliser, oui. Parce que elle connaît, parce que elle a vécu, que ce soit à l'intérieur de sa famille, avec telle personne et compagnie. Donc, peut-être plus simple. Hein. Je sais pas, mais bon. Qui choisit la simplicité. Ouais. Pour revenir à l'amitié, comment ça se passe avec tes amis? Enfin, tu l'as effleuré tout à l'heure, mais est-ce que t'as le même comportement avec tes amis blancs, tes amis noirs? Non, bien sûr que non. Et... bien sûr que non. Et est-ce que tu penses que je pense que c'est certain, mais ton comportement, il diffère aussi s'il s'agit d'amis que tu connais plus toujours ou qui sont plus récents? Alors... pour mes amis de base, c'est-à-dire mon crew de Noisy-le-Sec, on s'en fout. Noir, arabe, blanc, juif. C'est vrai qu'il y a vraiment de tout dans votre groupe. Ouais. Vraiment, on s'en fout. Il y a pas de. On a tous vécu la même chose. Ouais. On a tous vécu la même chose. Ça, il y a pas de différence. Ça, je parle de mes amis que j'ai connus, on va dire avant le supérieur. Okay. Tous mes amis racisés post-supérieur. On se comprend sur certaines choses. Mes amis blancs post-supérieur, c'est pas la même chose que mes amis blancs que j'ai connus quand j'étais à Noisy-le-Sec. Ouais. Ça n'a rien à voir, véritablement. Parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas grandi en banlieue et encore moins en cité. Donc ils ont grandi entre blancs. Voilà, c'est ça. Okay. Ce qui fait que ils ne savent pas forcément ce qu'ont vécu d'autres personnes noires. Tu vois. Sans revenir sur la première partie, comme je vous ai dit à un moment donné, quand il y avait la police de proximité et qu'on se faisait contrôler, tous mes potes blancs se faisaient contrôler aussi. Hein. Oui, parce qu'ils venaient de parce qu'on était là, on était en bas. Quand on jouait dans les stades de foot qu'on n'avait pas le droit, ils étaient là. Tous les blancs ils couraient également aussi. Enfin, il y a pas de débat là-dessus. Ouais. Par contre, tous mes potes que j'ai eu dans le supérieur, que ce soit en licence ou en master, non, ils avaient pas forcément, ils ont même pas d'amis noirs ou racisés. Peut-être un peu racisés. Mais là, on parle de noirs, pour le coup. Noirs autour d'eux, donc ils ont pas forcément cette proximité du vécu d'un ami noir. Ouais. Et donc, je suis obligé de leur dire certaines choses, tu vois. Leur dire certaines choses. Il y a des blagues, non, frérot, non, ça, devant moi, tu fais pas ce genre de blague, tu vois. Même tout court. Comment? J'ai dit, ou même tout court, c'est le mieux. Ouais, mais après, je suis pas là pour juger s'ils veulent faire ce que tu veux. Tu peux rire de n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui. Bon, moi, c'est ce que je me dis. Tu vois, si vous êtes dans un groupe et que vous voulez rire parce que, bref, c'est votre dos. Voilà, pas le mien. Donc voilà. Donc non, les relations ne sont pas les mêmes. Pas du tout. Mais en tout cas, pour ce premier groupe cité, pour les gars de Noisy, et j'inclus, voilà. Non, là, c'est, frère, il y a pas de, on a tous vécu la même chose, véritablement. Blanc ou pas, on a tous vécu la même chose. Noir ou pas, on a tous vécu la même chose. Donc là, ce groupe-là, c'est différent. Oui, mes amis du supérieur, non, ils ont pas vécu les mêmes choses, c'est sûr que non. C'est sûr que non, donc c'est un peu différent. Après, c'est pas pour autant que notre amitié est moins bien, moins solide ou quoi que ce soit, elle est toujours très intense, hein. Ouais, bien sûr. Attention. Mais, c'est différent. Et du coup, est-ce que vous avez quand même des conversations autour de ce sujet, la racialité,
des choses auxquelles tu peux être confronté, dont ils ont absolument pas conscience, ou est-ce que c'est juste pas un sujet du tout? Avec le second groupe? Ouais. Non, pas vraiment. C'est pas un sujet? Non, pas vraiment, parce qu'à l'instant T, je le vis pas. Tu vois, encore une fois, je le dis souvent, là, Sergio, 33 ans, père de famille, 8 ans, dans les Hauts-de-Seine, franchement, il vit pas grand-chose. Enfin, il y a des choses qui m'arrivent qui sont pas forcément liées à ma condition d'homme noir. C'est juste, t'es moi, à ce moment-là, en tant qu'homme, en tant que père de famille, tu vois. Ce qui fait que, non, on va pas en remettre là-dedans, tu vois, ça sert à rien, et donc voilà. Par contre, donc non, il y a pas besoin de parler là-dessus. Par contre, oui, quand il y a des éléments que j'estime, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a des éléments que j'estime qu'il faut que je leur dise, je leur dis, sans problème. Ouais. Non, les gars, vous pouvez pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Et après, ça développe, enfin, ça enchaîne sur une discussion. Ouais. Mais en gros, je leur ai bien dit, arrêtez de minimiser le ressenti, les gars. Si moi je te dis que, pas mytho, c'est le plus dur, juste écoute-moi, c'est tout. Voilà. Après, tu peux trouver que je suis chiant, c'est pas grave, je veux être le mec chiant. Mais juste écoute mon ressenti. Je te dis que c'est pas top ce que t'as dit, voilà. C'est tout. Donc, mais c'est important. C'est important d'écouter, comme tu dis, le ressenti de la personne en face. Peu importe le sujet, d'ailleurs. Hein. Tu peux pas... Enfin, s'il y a une chose qui est... Enfin, selon moi, il y a rien de plus déshumanisant que de dire à quelqu'un, c'est bon, tranquille, ça va passer. Il y a pire. Mais frère, non. C'est pas déshumanisant, mais c'est... Comment dire? Ouais, c'est renier un peu une part de l'autre, en fait, tu vois. De dire, c'est bon, tu vois. Je pense qu'il faut faire preuve de compassion, d'empathie et d'ouverture, quoi. Exact. Et en plus, on peut se rendre compte à travers certaines conversations que ton ressenti en tant qu'homme noir, finalement, il est pas si éloigné que celui d'une personne blanche, parfois. Non. Voilà, tu vois. Non, comme je dis, moi, je vous parle, là, actuellement, dans ce podcast, parce que je suis Fervio et que je suis noir et qu'on est en France. Mais en aucun cas, je dis qu'il y a que moi qui vis ça parce que je suis noir. Ah bah non. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important à se dire, c'est que, moi, je vous le dis parce que je suis noir. En l'occurrence, je refute pas le fait que, tu peux être, indien et vivre la même chose que moi, tu peux être blanc et vivre la même chose que moi. Voilà. Bah, comme tu disais, tes copains de Noisy, t'as des blancs qui ont vécu exactement la même chose que toi. Vraiment, on a eu la même enfance. Hein. Bien sûr. Et puis aussi, peut-être pas pour les contrôles mais ça, c'est un autre débat, on va revenir sur la police. Puis même, le but de cet épisode, c'est pas forcément de mettre en opposition les blancs, les noirs, ou quoi que ce soit. C'est de dire comment un homme noir vit en France et de se rendre compte que il y a plein de choses que tu vis que d'autres vivent en n'étant pas noirs, tu vois. Exactement. Après, il y a parce qu'à la fin, on est tous juste humains, tu vois. Après, oui, et puis il y a peut-être des gens qui vont dire, je sais pas, IFOP, Ipsos, tout ce que tu veux, qui vont te sortir des stats là-dessus et qui vont peut-être prouver que, au final, en tant que noir, tu vis plus ça. Mais c'est pas le propos. C'est pas le propos. Voilà. Est-ce que tu penses que le racisme et le classisme se rejoignent d'une certaine manière pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur ta réalité de Noisy-le-Sec avec tes amis plus jeunes? Et est-ce que tu penses que ça peut jouer sur la proximité de tes relations? Par exemple, est-ce que tu te sentirais plus proche d'un blanc banlieusard ou bien d'un noir des beaux quartiers parisiens, tu vois? Alors, géographiquement, je suis plus proche du blanc du beau quartier parisien. Mais non. Du noir du beau quartier, plutôt, excuse-moi. Alors. Oui, actuellement, tu veux dire. Actuellement, oui. Géographiquement, ouais. Non, je pense que j'ai plus en commun avec un blanc de banlieue qui a grandi en cité. Attends, quoi? Moi, je suis noir des beaux quartiers parisiens, là. Hein. Non, mais je blague, oui, mais je viens pas de là, donc... C'est ça, en fait, c'est ça. C'est que si cet homme noir a toujours vécu, on va prendre le 16e. Hein. Un fils de diplomate, exactement, par exemple. C'est ça, qui a toujours vécu dans le 16e, dans une école privée, avec chauffeur et compagnie. Bien entendu, j'ai beaucoup plus en commun avec le blanc qui a grandi en banlieue. Bah oui. Il y a aucun débat là-dessus. Vraiment, moi, ça me paraît logique. Je pense que de toute façon, la plupart des Français ont plus en commun. Oui, déjà, oui. Après, on a pris le blanc diplomate, c'est pas le bon exemple. Mais, le noir. on peut même aller plus simple. On va prendre une ville assez
assez épais. Un noir d'une famille avec certains moyens qui habite à Neuilly. Non, j'ai plus en commun avec le blanc de Noisy, enfin de banlieue et cité que oui, c'est pas parce qu'il est noir que voilà. Par contre, petit tips, quand t'es à l'étranger, en Alsace, quoi que ce soit et tout, tu connais pas les gens. Vous allez voir entre noirs. On dirait que tu connais tout le monde. Ce petit truc con. Alors, ça veut dire que si ce noir-là, je le croise dans la rue, et qu'il n'y a pas beaucoup de blancs, peut-être on va se regarder en mode. Ouais, le head nod. Tu vois, le petit signe de tête de OK, je t'ai vu. De bas en haut, pour le coup. Pas de haut en bas. C'est différent, c'est deux choses différentes. Donc voilà, non, il n'y a aucun débat. Moi, j'ai pas de débat là-dessus. Le blanc. Mais du coup, est-ce que tu penses que, in fine, ça joue sur la proximité des relations, dans le sens où si tu rencontres ce noir de la haute, entre guillemets, est-ce que tu penses que les liens seraient différents que d'un mec de banlieue Alors, les liens seraient différents, je sais pas. Parce que peut-être les sujets de conversation seraient différents. Sans aucun débat. Ouais. Mais pour le coup, moi, je suis ce noir qui vient de banlieue. Et j'aurais pu quand même avoir ces sujets de conversation avec ce noir de la haute. Oui. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Sur certains sujets, vous arriveriez à vous comprendre. Exactement. Cependant, je peux créer des liens avec ce noir qui habite, cet homme noir qui habite dans les beaux quartiers. Mais par contre, il est possible que les liens, le vécu et les expériences qu'a vécu le blanc de banlieue créent des liens plus directs, plus forts et beaucoup plus rapides. Oui, ça résonnerait plus. Voilà. Ah, mais je me rappelle, toi aussi t'as vécu ça et compagnie, tu vois. Je dis pas que le lien avec, tu vois, et c'est peut-être plus simple. C'est pour ça que, là, on parle le fait d'être noir en France, certes. Mais là, le podcast, c'est, moi, je suis noir et j'ai grandi en banlieue. Et le vécu, c'est trop important parce que, pour comment dire, ces créations de liens, ces échanges, moi, ça me permet d'avoir justement ce recul. Tu vois, entre guillemets, je sais d'où je viens, je mets des grands guillemets quand je dis ça, tu vois. Mais je sais d'où je viens, mais je regarde plus loin et je dis, mais je peux aller là-bas aussi. Bien sûr. Aucun problème là-dessus. C'est pour ça que. D'où ce que je disais en intro, le comportement caméléonesque. Bah oui, moi aussi, je peux aller là-bas. Je le regarde en disant que je peux, pas en étant vieux. Attention. Mais je peux aussi aller là-bas. Oui, ok. Et c'est ça qui est intéressant. Et je me limite pas, et je me dis pas, je déteste le fatalisme en mode, mais de toute façon, c'est pas pour moi, parce que je suis noir. Non, frérot. Pourquoi? Enfin, non, c'est clair. Si je dois finir ministre ou je ne sais quoi, je le ferai, pas de souci. Et si je dois être le premier, je le ferai, c'est pas un problème, tu vois. Mais c'est bien d'avoir cette mentalité, tu vois, parce que moi, je pense que y a certaines barrières que je sais pas si c'est moi qui me les suis mises, certainement, mais aussi qui m'ont un peu été imposées, enfin, en tout cas que j'ai reçues, dans le sens où, tu vois, quand j'étais gamine, mon truc, c'était je veux faire de l'audiovisuel et j'étais en tout droit là-dessus, tu vois, genre je veux être la présentatrice du JT. Moi, je m'en foutais, couleur de peau, tout ça, quand t'es enfant, c'est même pas un sujet pour toi, tu vois. Et bref, arrivé, je pense au lycée, où tu sais, tu dois un peu décider de ta voie et tout, j'avais un oncle qui avait dit à ma mère, ah oui, mais tu sais, elle veut faire du journalisme, ça va être dur pour elle, enfin, elle veut présenter le JT, ça va être dur pour elle est noire, machin. Et tu vois, et je pense que malheureusement, j'ai dû prendre ça en compte et m'éloigner un peu enfin même complètement de cette voie, alors que des années plus tard, tu vois que t'as des présentatrices noires au JT, quoi. Oui. Tu vois. Oui, bien sûr. Et je trouve ça un peu dommage. Donc après, c'est de quel bois en effet, et puis après, c'est aussi des chemins qu'on prend pour arriver là où on veut. Après, attention, là, dans l'exemple que t'as donné, il y a toujours... Malheureusement, j'ai envie de dire, non, il y a souvent, je peux dire toujours, parce que ce serait faire des généralités, un parent, un proche, qui dit, mais tu sais, t'es noir, faudrait pas que tu penses à vouloir faire ça. Moi, ma mère, c'est simple. Après, il y a une légitimité dans ce propos, mais c'est dommage, quoi. C'est dommage, voilà, c'est dommage. Et c'est surtout que c'est une autre génération, et ils ont vécu et vu des choses que nous, on n'a même pas idée, tu vois. Je sais que moi, ma mère, elle m'a toujours dit, vas-y, fais, hein. Si tu n'y arrives pas, tant pis, mais au moins fais, tu vois. Ce qui fait que, j'ai pas de véritable limite. Enfin, si, je connais un peu mes limites, mais on m'en a jamais mise, tu vois. Ce qui fait que, et j'ai, mais je peux pas, non, fais. Je préfère que tu échoues plutôt que tu ne tentes pas. Bah ouais. Donc, c'est important. Donc voilà, mais bon. Ok.
Est-ce qu'il y a un autre sujet en particulier que tu souhaites aborder? Non, on a fait le travail, on a fait les échanges, on a fait... On n'a pas parlé, excuse-moi, je te coupe, mais on n'a pas parlé du médical. Là, j'y pense. Est-ce que toi, t'as vécu des violences médicales, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein? Dû au fait que je sois noir? Ouais. Ouais, est-ce qu'on m'a pas écouté plus d'une fois sur ma possible douleur? Et ça, on en a parlé, hein, sur la résistance de la douleur, oui, plus d'une fois. Ah, mais non, mais je sais ce que je dis et tout. Et je me demande juste si, je prends un exemple tout simple, hein, je me suis déchiré j'étais à la salle de sport, je faisais développé couché, je me suis déchiré le pec. Je le souhaite à personne. Et parce que, voilà, je fais pas le mec qui pleure, je suis pas à l'agonie. Et je disais à la dame aux urgences, non, madame, le docteur, j'ai entendu comme une feuille se déchirer. Elle m'a dit, mais si c'était vraiment ça, vous serez en train d'agoniser. Je dis, ouais, mais peut-être que je suis un peu plus résistant que les autres, hein, je sais pas, tu vois. Donc elle me fait une radio pour un truc musculaire. Jusque-là, c'est pas très bénéfique. Donc je pars des urgences juste avec les anti-inflammatoires et voilà. J'appelle mon doc, je lui dis, écoutez, mon doc à moi, hein, pas chez d'urgence, je lui dis, écoutez, j'ai vraiment mal. Enfin, il faut faire quelque chose, quoi. J'arrive au cabinet de mon médecin, j'ai un pec qui, on dirait celui de Sangoku, autant dire qui m'arrivait au niveau du menton. Et voilà, donc ça, c'est l'indication médicale qui me fait chier, parce que je me dis, si j'avais été blanc, je peux te dire que l'hématome violet de la déchirure du pec, ah bah oui, on l'aurait vu. Ouais. Mais c'est justement, enfin, c'est quelque chose qu'ils doivent prendre en compte normalement, tu vois, ça tombe sous le sens de se dire, bon, je vois pas parce que il est noir, donc peut-être qu'il faut que je fasse des examens approfondis. C'est le problème. Et ma doc, clairement, elle m'a dit non, ça c'est pas une tendinopathie. Est-ce qu'elle m'avait dit? Oui, c'est ça. Non, on a trouvé une échographie en urgence. Là, je vais voir le docteur qui fait une échographie, pareil. Ça, c'est la chance d'habiter en hypercentre, je peux trouver des échographies pour le jour même, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc, déjà, j'arrive pour le docteur, il me dit, non, ça, c'est pas une tendinopathie. Il fait l'échographie au niveau du pec, et il voit qu'il y a une lésion, sur 6 ou 7 centimètres, et qu'il y a besoin d'une ponction, parce que sinon, il y a trop d'épanchement sanguin, tu vois. Ah ouais. Alors qu'elle avait dit, c'était une tendinopathie, l'autre dame aux urgences, tu vois. Et encore une fois, et là, c'est le doc qui dit, il a dit clairement, c'est parce que vous êtes noir. Encore une fois, ce qui vous est arrivé, je me suis déchiré le pec à 7h30 du matin, et j'ai fait l'échographie à 14h. Il m'a dit, c'est parce que vous êtes noir, parce que si vous étiez blanc, ils auraient vu sur ta peau. Votre pec, il aurait été violet, clairement. Et donc là, il n'y aurait pas eu d'erreur possible. En fait, je pense qu'il y a deux niveaux du parce que t'es noir, tu vois. Il y a le niveau, bah, ça se voit pas sur ta peau factuellement, et le niveau de toute façon, enfin, il y a ce truc de négliger un peu la douleur, le ressenti des personnes racisées dans le médical. Ça, c'est un truc de ouf, parce que ils demandent toujours sur une échelle de 0 à 10, vous avez mal combien? Si frère, je te dis 10, arrête de chipoter. Enfin, tu vois. Mais moi, on m'a fait aussi, j'ai été hospitalisé il y a quelques années, et on m'a demandé, j'ai dit 8. 8? Tu sais, genre, on me croyait pas, du coup, j'ai dit, bon, bah, 7, tu vois. Tellement, en fait, et voilà, je vais pas entrer dans le détail, parce que c'est assez long, etc., mais moi, vraiment, des violences médicales, j'en ai vécu beaucoup. Au point que je suis censée avoir un suivi de ma maladie. J'en avais parlé dans un autre épisode, etc. Mais j'en parlerai plus longuement dans un autre épisode. Mais voilà, je suis censée voir mon gastro assez régulièrement. Bon, maintenant, je le vois qu'une fois par an parce que je vais bien. Mais même une fois par an, c'est trop. Là, ça fait plus d'1 an que je l'ai pas vu. Parce que je sais que je vais y aller, qu'il va être... Déjà, en plus, au-delà de son racisme manifeste, il est sexiste, tu vois. Donc, c'est en mode... ah, bah, vous avez changé de coupe de cheveux. Frère, on vient pas pour parler de ça, en fait, tu vois. Ou, ah, mais vous avez grossi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tu sais, des trucs à la con, alors que, gars, ça fait des années que je te dis que ton putain de traitement, il me fait grossir. Et il veut pas l'entendre. Tu vois, c'est des choses comme ça en fait. Et bon, après là, encore une fois, ça touche pas forcément au racisme, mais des trucs d'ignorer ma douleur, de faire une intervention à vif alors que t'es censé quand même mettre une petite anesthésie. Tu vois, ma mère elle m'a raconté que quand elle était ado, elle avait 14 ans, elle devait se faire des soins dentaires. Ils lui ont fait des soins sans anesthésie. Tu vois. Et elle m'a dit, elle avait tellement mal.
Et elle pleurait, etc. Mais elle osait rien dire parce qu'elle était super timide, etc. Et les médecins, ils avaient de quoi anesthésier sa bouche et tout, mais non. Et ils lui ont fait chaque soin comme ça. Et t'imagines ce que ça fait à ton corps et ce que ça laisse comme trauma, etc. Enfin, c'est d'une violence. Donc bref, voilà, j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail des violences des médecins parce que ça va me refoutre à fleur de peau. Mais c'est réel, quoi. Donc voilà, après, encore une fois, t'as plein de personnes blanches, je pense, qui sont aussi négligées par la médecine bien sûr, bien sûr. Hein. Mais pas... il est vrai qu'en tout cas, d'un point de vue médical, il y a plein de diagnostics de pathologies qui sont faits par rapport à des pigmentations de blanc. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, un zona, un truc tout con. Frère, tu vois comment le zona chez moi? Ah, j'avoue. C'est bête, hein. Des trucs bêtes comme ça. Je me rappelle, encore une fois, ouais, je m'étais fait mal, je ne sais où. Ma femme était partie à la pharmacie pour moi. Et il lui demande, est-ce qu'il a un bleu? Ah, mais il a fait mal, est-ce qu'il a un bleu? Elle lui dit non. Bah, il a pas d'hématome? Si. Mais pourquoi il a pas de bleu? Parce qu'il est noir. Ah, c'est con. Tu vois, mais, est-ce que j'ai un bleu? Non. Est-ce que j'ai un hématome? Oui. C'est bête, hein, tu vois. Oui. Voilà. Donc, oui, ça, voilà. Mais je pense que il y a plein de trucs, liés à des diagnostics. Après, je sais pas si les gens du corps médical, c'est des commentaires. Mais oui, moi, il y a plein de trucs. Bah, moi, mon cas le plus, que j'ai vraiment, c'est vraiment la déchirure de mon pec, qui n'a pas du tout changé de couleur, véritablement. Et je sais que j'ai regardé d'autres vidéos après sur Internet. Au bout de 30 minutes, ton pec, il devient violet. Enfin, bleu, violet, noirâtre, ce que tu veux comme couleur. Ouais. Mais moi, ma peau, elle a pas bougé d'un microgramme de couleur. Ouais. D'une pigmentation. Oui, parce qu'il faut le préciser, t'es foncé de peau, que sur ma peau, par exemple, ça c'est des choses qui se verraient. Ouais, moi, effectivement, non. Plus on est foncé, moins ça se voit, évidemment, quoi. Mais pour donner un exemple concret de médical, parce que bon, voilà, j'ai dit que je voulais pas entrer dans les détails et tout, parce qu'il y en a plein, mais je vais quand même donner un exemple précis de ce qui m'est arrivé. Il y a une fois, donc ma toute première fois que je devais faire un examen gynécologique, à savoir un frottis, tu vois, donc le truc vraiment de routine, hein, pour ceux qui savent pas, on vous insère un spéculum dans le vagin, donc c'est une espèce un truc qui ressemble à un pistolet rond, et dans ce pistolet, ils mettent un genre de très long coton-tige, ils frottent au fond le col de l'utérus, et après, voilà, c'est terminé. Donc ça prend vraiment littéralement 30 secondes, 1 minute, allez. Moi, donc, je vais voir cette gynéco que je connais pas, hein, première fois de ma vie, je pense que je vais chez la gynéco, machin. Je vais pour faire le frottis. Déjà, elle est d'une froideur, la dame laisse tomber, et bref, bon, elle finit par me dire installez-vous, machin truc. Elle me met le spéculum. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais le spéculum, il est un peu en forme de pince. Ouais. Elle m'a pincé le fond le fond, parce que j'avais super mal. Et je lui ai dit, madame, j'ai mal et tout. Elle me dit, ah ouais. Et elle se barre. Elle est partie. Elle m'a laissé 5 minutes comme ça. Moi, encore une fois, j'ai jamais fait d'examen gynécologique, donc pour moi, c'est normal. Mais en même temps, j'ai genre méga mal. Elle part, 5 minutes, elle revient, elle met le coton-tige, elle fait son truc, et elle enlève, et elle retire, et voilà, c'est bon. Et c'est après... Évidemment que j'ai pas refait de frottis avant un moment, tellement ça m'a choqué. Et quand j'en ai refait, c'est ouf parce que ce souvenir-là, je l'ai enterré quelque part dans ma mémoire. Ça m'est revenu il y a pas très longtemps. Et tous les frottis que j'ai fait après, en fait, se sont très bien passés, tu vois. Ça a pas été, c'est désagréable, mais c'est pas douloureux. Et donc, en y repensant, je me dis, mais pourquoi cette femme, elle m'a fait ça, tu vois? C'est d'une violence, mais folle, quoi. Très, très violent. Tu vois. Et donc, bref, d'autres exemples comme ça, j'en ai. Mais voilà. Oui, le médical, je pense que potentiellement, juste après ou juste avant ou au même niveau que la police en termes de violence que tu peux vivre en tant que personne noire, quoi. Ouais, oui, parce que, enfin, ce qui est dommage avec le médical, c'est que ils ont pas forcément, c'est les armes, en fait. Ils ont pas les armes. Peut-être qu'ils les ont, ou alors ils préfèrent les négliger, je sais pas, mais il y a plein d'éléments qui sont pas faits pour les noirs. On a un truc auquel on pense pas. Un truc tout con, hein. Tu te blesses, tu te coupes le doigt. Tu prends un pansement.
La couleur du pansement, elle est faite pour une personne blanche, en fait. C'est bête. Maintenant, ils ont fait des pansements avec des différentes shades, enfin, des différents... différentes teintes. De couleurs. Ouais. Mais voilà, c'est pour qu'on puisse, ça puisse dissimuler à peu près sur ton doigt, parce que blanc, un peu rose, enfin, blanc, rosé, ou pâle, ou je sais pas, beige, je sais pas quelle couleur il est, tu vois. Voilà. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, ça veut dire que, et les trucs qui sont pas mis adéquats pour les Bien noirs. sûr. Après, voilà, il faut que ça fasse avancer, mais moi, je pense que il y a vraiment, le problème, c'est les diagnostics. Les diagnostics sont, je vous dis, moi, ça m'a vraiment fait réfléchir, sur ce diagnostic qui est totalement faux parce que, la réaction de ma peau n'est pas la même. Genre. Et ça, il y a plein d'autres maladies comme ça. J'ai pas d'exemple là comme ça, mais moi, ça m'a, enfin, vu que je l'ai vécu, voilà, et je comprends pas pourquoi, que ce soit dans les différentes écoles de médecine, /infirmière, soit et compagnie, voilà. Alors, par exemple, moi, j'ai beaucoup donné mon sang. Ouais. Trouver mes veines, c'est une galère. Ah, vous êtes noir, c'est un peu plus compliqué. Ouais, après, tu mets un garrot, la veine, on la voit. Ouais, mais tu vois, c'est parce que, en plus, voilà, oui, désolé, j'ai pas des veines bleues, roses ou quoi qui traversent mon corps. Ouais, mais dans ces cas-là, il faut former les gens. Et c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est que je sais pas, il y a beaucoup de problèmes dans le médical, parce qu'ils ont pas les armes. Ouais. C'est pour ça que j'ai envie de leur dire qu'ils ont pas les armes. Ouais, je pense qu'il y a un manque de formation, mais il y a aussi parfois de la négligence délibérée, tu vois. Arriver à être en santé par rapport à la maladie de Crohn, ça a été un long chemin de croix, hein. Il a fallu 2 ou 3 ans pour que j'ai un traitement qui soit adapté, d'être prise en charge sérieusement. Il a fallu que je finisse hospitalisée à l'article de la mort pour enfin être prise sérieusement. Et après, je dis pas que c'est délibéré, que parfois c'est aussi qu'il manque de moyens, qu'il manque de structures, de choses. Enfin, on se rend bien compte que clairement le médical il souffre en France de plus en plus. Mais il y a aussi ce truc clairement de vas-y, c'est bon, elle se plaint pour rien. C'est possible. C'est une gonzesse. C'est noir, tu vois, il y a tellement de trucs qui... Enfin bon, voilà, donc... et puis même, je sais pas, les médecins, ils se permettent des trucs avec toi. Encore il y a pas longtemps, il y a une gynéco, j'ai dû faire une échographie, qui me dit « Ah, mais vous avez 36 ans, ben ça y est, là, c'est plus un projet, là, les enfants, c'est maintenant. » Enfin, tu sais, ils te parlent n'importe comment, t'es là, mais pourquoi ? Pourquoi, en fait ? Je sais pas. Tu vois ? Je sais pas. Et après, elle finit par se rendre compte que, en fait, je réponds plus parce que je suis en train de te contre-argumenter. Tu vois, elle m'embrouille comme si c'est ma daronne, quoi. Et puis après, elle finit par dire, oui, enfin bon, si vous voulez pas d'enfants, je dis, j'en sais rien. Tu vois, juste pour clore le débat. Mais voilà. Je l'avais évoqué vite fait, mais le syndrome méditerranéen, c'est un vrai bail, quoi, dans le médical, quoi. Que les personnes racisées se plaignent pour rien, et particulièrement les femmes, et donc du coup, vas-y, de toute façon, elle pleure parce que machin, alors que non, si elle pleure, elle a mal, en fait. Enfin bon, bref, du coup, je te repose ma question de tout à l'heure, si tu veux ajouter quelque chose en particulier, un sujet que tu souhaites aborder en plus. Non, je pense qu'on a vu pas mal de tours, c'est déjà pas mal, là. Ouais. Du coup, pour finir, est-ce qu'il y a une citation, un proverbe, un conseil ou une œuvre que tu aimerais partager avec nos auditeurs et auditrices ? Alors, je peux en avoir 2. Ouais, il y en a une que j'aime beaucoup. Ouais. Elle est totalement indépendante de ma condition d'homme noir. Ouais. C'est « Soyons réalistes, exigeons l'impossible ». Ça, j'aime beaucoup. Et sinon, une autre en rapport avec ma condition d'homme noir, je crois que c'est un bout de citation, je crois que c'est Denzel Washington qui dit ça, qui dit « Je suis très fier d'être un homme noir, mais c'est pas tout ce que je suis ». Ouais, c'est beau. Voilà. Pour ma part, j'aimerais citer Dave Chappelle qui dit que parfois il faut rugir comme un lion pour pouvoir être l'agneau que l'on est vraiment. C'est beau. Eh bien, merci beaucoup Fervio. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à laisser des petites étoiles si vous êtes satisfait du contenu. Vous pouvez également vous abonner aux réseaux sociaux du podcast disponibles en description.
En attendant, je vous dis à la prochaine et vous remercie de votre écoute. À bientôt.